parti. Bonjour chers élèves, nous allons commencer un nouveau cycle de cours sur les transformations de l'Europe au XIXe siècle. Le XIXe siècle est un siècle essentiel, fondamental pour la construction du monde moderne que vous connaissez. Globalement, on passe d'un monde de la campagne à un monde de la ville, à un monde où l'activité essentielle est l'agriculture, à un monde où l'activité essentielle sera l'industrie. L'industrie, c'est aussi facile à voir que c'est difficile à comprendre. Vous vivez dans un monde industriel. Du matin, vous vous levez, vous mettez en action de nombreuses sources d'énergie, du café, de la lumière, de la chaleur, le bitume des routes. Les bâtiments du collège sont témoins d'un monde industriel. L'industrie, pour parler savamment, c'est la transformation d'un produit brut qui existe dans la nature à un produit fini, utilisable par l'homme. Exemple, c'est le passage de l'arbre que vous voyez par la fenêtre au bois de la table sur lequel vous êtes appuyé. C'est la transformation de la fleur de coton qu'on voit dans les champs aux vêtements que vous portez. Ce monde industriel est né globalement en Europe au XIXe siècle. Pourquoi ? Ce qui s'est passé en Europe au XIXe siècle a été de façon concomitante, c'est-à-dire l'ensemble des facteurs que je vais vous décrire s'est passé en même temps. Au XIXe siècle, surtout 5 pays sont concernés. D'abord l'Europe et bien sûr les États-Unis. Ceux qui vont être les maîtres de ces transformations industrielles, ce sont les Anglais, les Allemands, puis les Français et enfin les États-Unis. Et les États-Unis, à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, vont passer devant les Anglais et les Allemands. Que se passe-t-il au XIXe siècle ? On assiste d'abord à une succession d'inventions sans précédent, qui mettent en action d'abord de nouvelles sources d'énergie et ensuite la mécanisation. Les Anglais inventent l'électricité. James Watt invente cette nouvelle source d'énergie qui est la machine à vapeur. Machine à vapeur qui va décupler de façon gigantesque la seule source d'énergie qu'on utilisait massivement, le muscle. Que ce soit le muscle de l'animal ou que ce soit le muscle de l'être humain. N'oubliez pas que la grande pyramide de Gizeh, il a fallu 100 000 esclaves pendant 20 ans qui n'ont utilisé que leur force musculaire comme source d'énergie. Au XIXe siècle, on invente de nouvelles sources d'énergie. L'électricité, le charbon, le pétrole. Se succède, si je puis dire, une succession d'inventions sans précédent, qui sont surtout l'œuvre des Anglais, des Allemands et des Français. Oui, les Français, à cette époque, on peut dire, sont les maîtres des inventions. Tenez, les Français ont inventé le premier, la voiture, l'automobile, pardonnez-moi. Clément Ader invente l'avion. On invente la photographie. On invente la bicyclette. Tenez la bicyclette, ça a l'air de rien une invention anodine, direz-vous. Pas du tout. Elle va considérablement multiplier les horizons lointains. Exemple, le dimanche, avant l'invention de la bicyclette, les hommes se rendaient de village en village à pied, ne serait-ce que pour connaître leur future et tendre épouse. Imaginez un homme qui n'a qu'un rayon de 10 à 20 km à pied pour trouver dans le village d'à côté sa future femme. Rien que la bicyclette va permettre d'agrandir, dans le cadre du débarquement, les horizons. Ces inventions sont considérables. À côté de ces inventions considérables, n'oubliez pas le rôle des Français. On verra ça en cours dans les documents que je vais vous joindre. Petit à petit, la société se transforme. Les sociétés européennes se transforment. On passe globalement, comme je le disais en introduction, d'un monde rural, où l'activité économique essentielle est l'agriculture, à un monde urbain, où l'activité essentielle va devenir l'industrie. Les hommes des campagnes, les plus entreprenants, les jeunes célibataires, ceux qui n'ont pas hérité de leur père, ceux qui n'ont qu'une toute petite ferme, vont tenter leur chance à la ville. À la campagne ne vont rester en Europe que les grands domaines. Ou alors, en France, plutôt des petites propriétés. Celui qui n'est pas propriétaire va faire ce qu'on appelle, ce que vous connaissez, un mouvement qu'on appelle l'exode rural. Il va se rendre en ville. En ville, petit à petit, ces hommes vont être employés dans un nouveau métier qu'on appelle l'ouvrier. À l'origine, dans un atelier qui va contenir que 4 ou 5 personnes sous l'autorité d'un maître artisan ou d'un patron. Puis,
Ces ateliers vont changer d'échelle et on va assister à la naissance de grandes entreprises. Et voilà la naissance du monde de l'usine. Bien sûr, on verra que ces transformations d'échelle vont entraîner des conséquences considérables dans le mode de vie de nos populations. Parallèlement à ces nouvelles inventions, à ces nouvelles sources d'énergie, à ces transformations du monde de la campagne vers le monde de la ville, on assiste à un changement d'horizon mondial. Le monde semble se rétrécir. En effet, le 19e siècle est le siècle de la révolution des transports. Petit à petit, le mode de navigation évolue. Grâce aux navires à moteur, grâce au progrès de la navigation, on assiste à une navigation transocéanique. Le monde quasiment n'a plus de zone grise, de zone inconnue. Les Français, comme je l'ai expliqué à certains d'entre vous, sont les maîtres du percement des canaux. Le Français Ferdinand de Lesseps, dans la deuxième partie du XIXe siècle, va creuser le canal de Suez et ainsi relier la mer Rouge à la mer Méditerranée, évitant le détour par l'Afrique. C'est un gain considérable de temps parce qu'on évite un détour de 16 000 km. À côté de toutes ces transformations, c'est ça que vous devez comprendre, mes chers élèves, c'est que la population, elle aussi, grandit de façon considérable. Le 19e siècle est le moment de la croissance démographique. Comme vous en souvenez des cours précédents, de 6e et de 5e, au XVIIIe siècle, on avait un nombre très élevé de berceaux, mais aussi on avait un nombre très considérable de cercueils. Les berceaux et les cercueils marchaient main dans la main. Ils étaient très élevés. De nos jours, comme vous le savez, on a un nombre faible de cercueils et un nombre faible de berceaux. En clair, au temps du roi Louis XIV, on avait une forte natalité, une forte mortalité, et aujourd'hui, au temps du président Macron, et ceci depuis la fin du XXe siècle, on a une faible natalité et une faible mortalité. Ce passage entre forte natalité à faible natalité, faible mortalité, est un mouvement continu qui s'appelle la transition démographique. L'essentiel de cette transition démographique s'est effectué au XIXe siècle. En effet, au XIXe siècle, la mortalité va chuter considérablement et la natalité va rester élevée. On assistera donc à un fort accroissement naturel. Donc la population va grandir très fortement au XIXe siècle. Quelles en sont les raisons? Il y a plusieurs raisons. Certains d'entre vous, on l'a vu en cours ensemble. La première raison est la baisse de ces grandes épidémies du XVIIIe siècle. C'est la fin des grandes épidémies. Exemple, l'épidémie de peste va disparaître au XIXe siècle. Je vous rappelle que la peste était due à un vecteur principal, Rattus, plus communément appelé le rat noir. Le rat noir avait une puce, et à l'intérieur de cette puce, elle sécrétait un bacille qui s'appelle Bacillus pestis, plus connu sous le nom de bacille de Yersin, et l'intestin de la puce devenait malade, contaminé par le bacille de Yersin du nom du médecin chino-britannique qui l'a étudié à la fin du XIXe siècle. Bref, l'intestin de la puce devenait infecté, la puce tout entière devenait infectée, elle mordait le rat noir, et le rat noir a une température interne comparable à celle de l'être humain. Comme par hasard, le rat noir adore les greniers des êtres humains. Et la puce, contaminant le rat noir, contamine d'autres vecteurs. Elle mord les chats, elle mord les chiens, mais ces animaux sont insensibles au bacille. En revanche, hélas, l'être humain, qui a la même température interne que le rat noir, est contaminé par la puce. Et la peste se développe chez l'être humain, sous deux formes terribles, chers élèves. D'une part, sous la forme bubonique, à l'endroit de la morsure de la puce, sous les aisselles, et au niveau de l'aine, se développent d'énormes boutons noirs qu'on appelle des bubons. La mort est terrible, dans des douleurs terribles dans la semaine. On ignore à cette époque les antibiotiques, invités par Fleming en 1926. Deuxième forme de la peste, bien sûr, la peste encore plus rapide, la peste pulmonaire. En 48 heures, votre température interne atteint les 41 degrés, extraordinairement contagieuse, et vous mourrez également de façon très rapide. Eh bien, dites-vous bien qu'au XIXe siècle, la peste disparaît. Les historiens s'interrogent. Pourquoi? Probablement la raison essentielle, c'est que Rattus, le rat noir,
un prédateur naturel, le rat des champs. Le rat des champs a probablement éliminé le rat noir. La puce du rat noir ne se propage pas sur le rat des champs. Deuxième raison pour laquelle la population augmente considérablement, pour atteindre jusqu'à 26 millions, 30 millions en France à la fin du 19e siècle. La population d'Allemagne, qui était très en retard, ainsi que celle du Royaume-Uni sur la France, va nous dépasser à la fin du 19e siècle. Deuxième raison, disais-je, c'est qu'on a une population beaucoup mieux nourrie. Et c'est notamment grâce à l'importation de cette plante américaine qui pousse à l'état sauvage en Amérique du Sud, la pomme de terre. La pomme de terre fait son entrée massive, y compris dans les couches populaires de la population au XIXe siècle. Elle est d'abord mangée sous sa forme bouillie. Imaginez un monde sans pommes de terre. Parallèlement à ça, les Anglais inventent la carotte. Les rendements de blé sont meilleurs. On utilise massivement les engrais, et notamment le fumier de cheval. Donc toutes ces nouvelles inventions, ces innovations, vont considérablement améliorer le rendement alimentaire de la population. Fin des épidémies, disais-je, une population mieux nourrie, et bien sûr, troisième facteur, les progrès de la médecine. Ces trois facteurs conjugués vont permettre une croissance phénoménale de la population européenne. Progrès de la médecine. Progrès de la médecine sont à envisager sous deux angles. D'une part, Louis Pasteur invente les vaccins. Le mot vaccin vient, comme je vous l'ai probablement expliqué, du mot vaca, qui en espagnol veut dire vache, parce que Pasteur s'était rendu compte, le premier, que les agriculteurs qui trayaient les pies des vaches et des chèvres étaient moins sensibles aux maladies. Il en a conclu qu'à l'extrémité des pies des vaches, il y avait probablement une substance qui développait les résistances immunitaires de la population. Donc imaginez Pasteur fabriquant ces vaccins, ces petites parties de maladies désinactivées qu'on a introduites dans le corps pour que plus tard le corps sache répondre lorsqu'il va rencontrer la maladie. On y ajoutait des petits fragments de vaccins que Pasteur grattait au bout des pies des vaches. C'est pour ça que le mot vaccin tire son nom de vache. Bref, une population mieux soignée. Surtout, on fait des progrès considérables sur les accouchements. En effet, au XVIIIe siècle, la femme mourait en donnant la vie. Au bout du 6e ou du 7e accouchement, hélas, le bébé pouvait devenir un siège, passer par les fesses, et déchirer les voies naturelles de la maman. À cette époque, on ne savait rien faire pour lutter contre les infections. On ne savait pas réparer les hémorragies. Bref, la mère mourait en couche. Surtout, comme vous le savez, au XVIIIe siècle, les femmes des paysans accouchaient dans la simple demeure de paysans, sur le sol de terre battue, en compagnie des poules, des chiens. Les rideaux n'étaient pas tirés sur le sol. Il n'y avait pas de médecin, encore moins de chirurgien. Une vieille femme qu'on appelait la matrone, celle qui avait accouché toutes les femmes du village, venait aider. Mais vous doutez bien que c'était une aide très peu efficace. Bref, les femmes mouraient en couche. Au XIXe siècle, il y a des progrès considérables sur les accouchements. Déjà, dans les campagnes, les chirurgiens circulent. On déchire les rideaux, on nettoie le sol. On contraint la femme enceinte à se laver. On aide la matrone à accoucher. Les connaissances scientifiques se répandent. L'Académie de médecine fait répandre partout dans les campagnes des mannequins de chiffon qui montrent l'anatomie féminine de la parturiente. La parturiente, c'est la femme enceinte. Bref, je résume mon propos. La fin des grandes épidémies, une population mieux nourrie, des progrès de la médecine, surtout en touchant la femme enceinte, vont permettre une croissance considérable de la population. Revenons-en maintenant aux transformations de la société. Alors, au XIXe siècle, c'est ça qui est très difficile à vous expliquer, c'est que la société en profondeur se transforme pour passer d'une société traditionnelle à ce qu'on appellerait, ce qu'on va appeler jusqu'en troisième, à une société capitaliste. Le capital, vous en avez tous rencontré. Le capital, c'est une grosse quantité d'argent. Au XIXe siècle, petit à petit, la société va se baser sur la grosse quantité d'argent. En effet, pour contenir tous ces ouvriers dans des usines, pour acheter les nouvelles machines à vapeur, les nouvelles sources d'énergie, les quantités d'argent nécessaires sont considérables. Bref, on va avoir une société basée sur l'argent.
Les chefs d'entreprise, petit à petit, vont devenir des chefs d'entreprise de très très grande taille, contrairement à ce qui se passait au XVIIIe siècle, où un artisan, un commerçant, dans son échoppe, avec 2 ou 3 ouvriers, faisait l'essentiel de l'économie. Cette société capitaliste, basée sur le monde de l'argent, va introduire de profondes inégalités dans la société. On va avoir une société capitaliste où la société va se diviser en 2 grandes catégories. On va appeler les catégories non plus les ordres, comme au temps du XVIIIe siècle, souvenez-vous votre cours sur la Révolution française, mais ces catégories, on va les appeler des classes sociales. Petit à petit, on aura la naissance d'une société non plus d'ordre, mais d'une société de classe, avec 2 grandes classes sociales. D'une part, la classe des possédants, les chefs d'entreprise, les grands propriétaires terriens, les propriétaires de mines, les banquiers, cette classe qu'on peut appeler globalement la bourgeoisie, et puis une classe du monde du travail qui ne possède pas, qui n'a comme force de son travail que la force de ses mains. Ces hommes, on va les appeler soit les ouvriers, soit les prolétaires. C'est pour ça qu'au XIXe siècle, et j'y reviendrai dans une vidéo ultérieure, va se développer une société conflictuelle, où les idées socialistes, retenez bien ce nom, petit à petit vont se développer. Les socialistes sont des penseurs, le plus grand penseur socialiste, celui dont je vous demande de retenir, est un penseur allemand, qui est enterré à Londres d'ailleurs. Il s'appelle Karl Marx. Karl Marx voyage dans la société du XIXe siècle et il se rend compte des profondes inégalités. En effet, dans un cours prochain, je vous montrerai la vie des ouvriers. Il voit les enfants descendre au fond des mines, les enfants de 8 ans, ne pas remonter, de mourir à la tâche et d'épuisement. Plus ils travaillent, plus ils enrichissent le patron qui, lui, ne travaille pas. Donc Karl Marx décrit une société où le travail ne permet pas une vie décente. Et au contraire, le capital, ces gens qui possèdent simplement de l'argent, mais qui, eux, ne travaillent pas, s'enrichissent du travail de ceux qui ne possèdent pas de capital. Bref, une société conflictuelle, basée entre le monde du travail et le monde du capital. Pour Karl Marx, les ouvriers qui vivent dans des conditions terribles, la seule solution, c'est de faire une révolution, de prendre le pouvoir. Non pas de détruire physiquement les bourgeois, mais de leur prendre leur propriété, de leur prendre ce qui fait le capital. En confisquant la propriété, en empêchant la propriété, d'après Karl Marx, tout le monde progressivement sera égal et on arrivera à une société que vous verrez en troisième, qu'on appellera communisme, où la propriété privée aura disparu et où l'égalité des hommes sera parfaite. Je vous remercie d'avoir écouté patiemment votre professeur. À bientôt, chers élèves.